Salut à tous, bienvenue dans l'Odyssée de l'Esprit, le nouveau podcast qui associe l'évolution de la perception de pas mal de gens sur différents thèmes liés au voyage. Alors aujourd'hui, je suis avec Mélodie. Salut. Qui va nous parler de son voyage en Australie. Alors, d'abord, je te laisse te présenter succinctement. Alors, je m'appelle Mélodie, je suis étudiante en master international marketing. C'est un master que j'ai pu intégrer parce que je suis partie en Australie, parce que je suis partie avec un niveau d'anglais relativement faible. Et grâce à cette expérience, j'ai pu intégrer un master bilingue. Donc, je suis assez contente de mon voyage, quoi. Ça m'a pas servi à rien. Alors, aujourd'hui, tu es venu pour nous parler de ton expérience en Australie, de ce que ça t'a apporté sur différents points de... Je sais pas. Différents points de vue. Ouais, voilà, donc qui t'a permis de grandir, d'évoluer, de faire évoluer ta perception des choses. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, comment t'as vécu grosso modo ton expérience en Australie, pourquoi tu y es allé, voilà, un point de vue global déjà, et moi aussi, donc j'ai eu l'occasion d'aller en Australie, et je vais vous expliquer aussi de manière plus globale ensuite pourquoi j'y suis allé. Alors, je vais essayer d'être succincte. Maintenant, je parle beaucoup, donc ça risque... Lâche-toi, voilà. Pas de problème. Moi, je suis partie car j'avais très envie de voyager déjà, de voyager seule pour justement développer un peu cette autonomie, me retrouver seule à l'autre bout du monde, voir en fait si j'en étais capable. Et comme je vous l'ai dit, il y avait un projet d'anglais derrière quand même, améliorer mon niveau d'anglais. Et puis l'Australie, c'est quand même une destination incroyable, quoi, en termes de paysages, de rencontres, tout ça. Enfin, on m'en a dit que du bien, donc c'était vraiment un truc que je voulais tenter. Et j'ai choisi l'Australie aussi parce que je suis très famille, très copain, tout ça, et que si je restais pas loin de la France, genre Angleterre ou quoi, je serais rentrée tous les week-ends pour faire la fête avec mes potes ou pour voir ma famille. Là, vraiment, c'était en mode, ok, je pars à l'autre bout du monde, mais je peux pas revenir tout de suite, quoi. Enfin, genre, là, vraiment, je me lance dans l'inconnu et j'y vais vraiment, quoi. Ouais, une vraie coupure avec tout ce que tu connaissais. Ok, d'accord. Alors, moi, j'y suis allé, donc c'était en 2019. Donc, c'était avant tout ce qui était Covid, tout ça. C'était l'année qui suivait mon premier gros voyage sans adulte, on va dire. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais passé 9 mois à travailler dans une usine en parallèle de mes études parce que j'avais redoublé pour un crédit. Donc j'avais 1h30 pendant 6 mois de cours et c'était tout. Donc j'avais travaillé à temps plein et je m'étais fixé un objectif de m'offrir un énorme voyage à la fin. Donc je suis parti en tout 3 mois, dont 1 mois en Australie. Et l'Australie, pourquoi ? C'est parce que pour moi, ça représentait un peu l'impossible. Donc avec mon premier voyage, j'avais cassé une barrière dans le sens où pour moi, on m'avait toujours expliqué que voyager à l'international, c'était impossible, ça coûtait trop cher, c'était pas faisable. J'avais jamais compris pourquoi, parce que naïvement, pour moi, c'était juste on achète un billet puis on s'en va, tu vois. Et finalement, voilà, continuer cette démarche, pour moi, l'Australie, c'était le point à l'autre bout de la planète, la Terre incroyable. Franchement, je l'idolâtrais à fond. Je sais pas comment c'était pour toi, mais l'Australie, pour moi, c'était vraiment la Terre avec les kangourous, avec le soleil tout le temps et tout. Bah, tu sais, il y a quand même beaucoup de connaissances ou de potes qui sont partis, et quand je voyais les photos Insta, des trucs comme ça, je trouvais ça ouf parce que la différence de paysage... En gros, sur les photos qu'ils me montraient, genre, d'un côté, c'était ultra bleu, l'océan et tout. Puis, ultra rouge, les terres reculées, les kangourous, tout ça. Puis, ultra vert, côté forêt tropicale. Ouais. Et je me suis dit, waouh, en un seul pays, tu peux voir tout ça. C'est ça, ouais. Bah, vas-y, je pars là-bas. En fait, c'est comme un mini tour du monde. Tu sais, le pays est tellement gros. Ouais. Que tu peux voir tellement de trucs en si peu de temps ou dans un si petit endroit, mais c'est immense en vrai, l'Australie, donc on peut pas dire si petit endroit. Et en plus, toi, tu y es resté assez longtemps, il me semble. Ouais, pendant que tu parlais, j'ai même pas calculé, mais j'ai pas dit quand est-ce que je suis partie. Du coup, je suis partie, on est en 2023. Ouais. Je suis partie en 2022, du coup. Et je suis partie 6 mois, donc je suis partie fin février et je suis revenue fin août. Voilà. Ouais, d'accord, donc ouais, balèze. Et tu as travaillé ? Ouais. Pareil, la préparation pour le voyage, tu vois, moi j'ai bossé 6 mois pour me payer mon voyage aussi.
Puis ça, tu vois, c'est cool aussi de bosser par toi-même et de tout préparer par toi-même. Enfin, genre, t'es reconnaissant, c'est toi qui, tu sais, tu le mérites. Ouais, c'est clair. Et t'en es fier aussi, tu vois. J'ai tout fait par moi-même, quoi. Donc, grave cool. Ouais, c'est ça. Et sur place, du coup, tu vois, je voulais absolument voyager à fond. Mais la vie là-bas coûte très cher. Donc, je m'étais fixé un objectif que j'ai à peu près tenu. C'était, tu bosses 3 mois et tu voyages 3 mois. Et du coup, en gros, mon voyage m'a quasi rien coûté. Parce que j'ai quasi pas dépensé mes sous français, j'ai travaillé assez vite. Et après, tout ce que j'ai fait en road trip ou en voyage, c'est ce que j'ai gagné qui m'a permis de voyager. Et tu faisais quoi comme travail du coup? Alors j'ai fait 1 mois à Melbourne dans un bar. J'ai eu de la chance, j'ai une pote qui m'a un peu filé les bons plans. C'était un bar au 50e étage, donc une vue sur Melbourne imprenable. Très chic le bar, donc pas du tout de pression en mode c'est le rush, il y a beaucoup de clients ou quoi, parce que les clients pour monter dans le bar devaient passer par une réception et on t'autorisait ou non de monter, genre tu sais ils appelaient l'ascenseur et tout, enfin très très sélectif. Et le patron incroyable, en Australie la relation au travail, ils sont hyper friendly, j'ai envie de dire. Vous comprendrez, amical, tu vois, pour ceux qui ne sont pas bien. Non, en vrai. Merci pour la traduction. Non, mais c'est horrible, ça, les petits mots anglais, c'est les petits mots que tu gardes. Et le patron, il n'y a pas de hiérarchie en mode je suis plus haut que toi ou quoi. Genre direct, il est en mode trop bien accueilli, bienvenue dans l'équipe, tout ça. Et ils sont tous ultra sympas. Et ouais, quand j'ai passé mon premier entretien, grosse pression parce que ça faisait 2 semaines que j'étais en Australie. Je vous ai dit, mon anglais était pas bon. Et le mec me fait passer un entretien avec un masque. Avec de la musique derrière. Et là, j'étais en mode, ok, ça va être compliqué. Et je me suis grave concentrée sur ce qu'il pouvait dire, tu vois. Et donc, j'ai pas tout compris, clairement. Mais j'ai compris les mots essentiels, genre, essai, mercredi soir, ok, essai, mercredi soir, ça marche, on part, tu vois. Et lui, vu que j'avais compris les gros de la conversation, il s'est dit, bon, nickel, tu vois, on essaie. Au talent. Voilà. Et puis, écoute, ça l'a fait au talent. Et j'ai eu de la chance, en Australie, il y a quand même beaucoup de Français. Donc, dans l'équipe, il y avait quand même pas mal de Français. Donc, on parle anglais. Mais si jamais il y avait un truc que j'avais pas ou quoi, il m'aidait, on traduisait en français ou quoi. Il y avait de la solidarité entre vous. C'est ça, de fou. Ouais, c'est sûr. Donc ça, j'ai fait 1 mois là-dedans. Et après, je suis allée rejoindre des potes en ferme solaire. Parce que même si, en gros, j'avais pas l'objectif de faire mes 88 jours pour rester là-bas, mais j'avais cette envie de, putain, t'as fait des fermes solaires ou du woofing, tu vois, en mode... T'as fait une expérience un peu à la dure, quoi. Ouais, je vois. Et puis, c'était une bonne bande de potes que je m'étais fait de base. Et vraiment, j'avais trop envie d'y retrouver. Trop bonne ambiance, tout ça. Donc là, on a fait une coloc. On avait une grosse maison. On était 6 dans la maison. À un moment, on a été 9 aussi. Donc, ça nous revenait à pas cher du tout. Et là, du coup, c'était ferme solaire. Donc, la ferme solaire, c'était du réveil... 5h30, départ 6h15 et tu reviens le soir à 17h30. Bref, t'es éclaté, tu fais des journées de 12 heures, t'as 30 minutes pour manger. C'était chaud. Moi, je suis pas du tout manuel, donc clairement pour moi c'était ultra physique. T'en as d'autres quand je suis pas du tout. Moi vraiment c'était horrible, tu vois. Mais belle expérience quand même. Ok, d'accord, je vois. Ouais, c'est vrai que faut savoir que Mélodie, donc je vis au 6e étage sans ascenseur à Paris, et donc Mélodie, elle met à peu près une demi-heure pour monter jusqu'à chez moi. Je suis pas très sportive. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, t'as plein d'autres qualités évidemment. Pas le sport. Pas le sport. Clairement. Mais bon, ouais. Et donc moi, pour en revenir à mon objectif, donc l'idée c'était vraiment de me lancer un défi. Hein, j'étais tout seul. Au départ, je pensais pas partir tout seul, j'étais plus en mode je m'en vais et qui même me suit. Ouais. Personne visiblement personne ne m'aime parce que du coup j'ai dû partir tout seul. Mais c'était pas plus mal parce que j'avais avant fait les États-Unis, donc dans mes 3 mois j'avais fait les États-Unis tout seul et puis pareil c'est un pays en couleur, les gens viennent te parler tout ça, donc j'étais dans une démarche où je voulais m'ouvrir. Et donc là l'idée donc c'était découvrir le pays et de rencontrer des gens parce que j'étais quand même assez réservé et je sortais on va dire d'une époque de construction on va dire où j'avais perdu beaucoup en confiance en moi. Tu vois, j'avais beaucoup de certitudes au collège qui au lycée se sont effondrées. Et du coup, j'étais totalement perdu de qui j'étais, comment j'étais, machin. Et donc je me renfermais sur moi-même en fait. Tu vois, je parlais plus, j'étais plus sûr de moi et tout ça. Et c'est vrai que le Vietnam m'avait fait un bien fou au départ. Et dans cette évolution, l'Australie, c'était plus rencontrer des gens, partir à l'aventure, me débrouiller et tout ça. Et puis je flippais en fait. Je voulais aussi améliorer mon anglais évidemment. Et ça a très bien marché.
Mais c'était surtout cette quête en fait de me découvrir. En fait, je m'en rendais pas tant compte que ça, mais j'avais envie de faire un truc, tu vois, en solo à la base. Et c'est après, dans les moments où j'étais seul, où je me suis rendu compte qu'en fait, je passais mon temps à réfléchir sur moi-même, tu vois, tout ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à rencontrer des gens, à me réouvrir, à me rendre compte que les gens, il y avait des gens mais différents, quoi. C'est fou en Australie les personnes que tu rencontres. J'étais en auberge aussi de jeunesse absolument tout le temps. T'as mis du temps à parler à d'autres gens en Australie? Le premier jour, je me rappelle que j'étais en solo. J'ai mis du temps à m'ouvrir aux gens, parler avec les gens, vu que je suis en auberge dans ma chambre, les gens sont venus vers moi. Mais j'étais assez fermé, ça dure assez longtemps en fait que je sois assez fermé. Donc j'ai rencontré au départ des Allemands, un groupe d'Allemands, mais bon, ils avaient peut-être 5 ans ou 6 ans de moins que moi, tu vois. Donc on a passé en plus une soirée ensemble à tout casser, et puis c'était pas l'ouverture et la révélation, tu vois. Donc ça a été des gens très très gentils avec qui j'ai passé un bon moment. J'ai aussi croisé à cette auberge des Français, que j'ai trouvé détestables. Ils étaient vraiment pas cool. Mais c'est par la suite, en fait, au fur et à mesure des expériences qui te forcent un peu à rencontrer des gens. Par exemple, je sais pas si tu vois Fraser Island, ce que c'est. Ouais. Voilà, Fraser Island, par exemple, le tour, donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une île de sable, une grande île de sable, où on t'emmène dans une jeep, avec des groupes de jeunes dans un campement, et on te fait visiter la ville. Et en fait, donc il y a possibilité de faire la fête dans le campement, avec des gens de ton âge. Et ça m'a permis déjà de rencontrer des gens, donc très différents, et très sympas. J'ai eu Byron Bay où j'ai été choqué par l'ambiance. Les gens sont hyper sympas. Ce qui m'a le plus perturbé, enfin, qui m'a le plus marqué, ce qui peut être un peu original, c'est le fait qu'il n'y ait pas de feu. Il n'y a pas de feu tricolore sur la route. Les gens s'arrêtent. T'as fait gaffe à ça? En fait, les gens s'arrêtent dès l'instant où ils voient quelqu'un, ils s'arrêtent. Donc il y a aucun feu tricolore. Mais à Sydney ou à Byron Bay? À Byron Bay. Byron. Parce que non, Sydney, non. Dans les grandes villes, on est d'accord, il y en avait. Oui, Ou alors vraiment, j'ai bugué. Non, pour moi, Byron Bay, c'était vraiment À part. un endroit à part. Okay. Ouais. C'était joli. Enfin, c'était au-delà d'être joli, c'était un bel endroit de hippie. Et puis, tu sais, il y avait ce mood un peu détente. Surfeur un peu. Ouais, surfeur à fond. Et j'ai rencontré un gars qui m'a offert un kebab. Trop bien. Genre, il travaillait dans un kebab, pareil, un backpacker. Hein. Et il était dans mon dortoir, il m'a dit, viens au kebab tout à l'heure et tout. Je suis venu, et il m'a offert un kebab. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, putain, il est quand même chouette. Les gens, ils offrent des kebabs. Ouais, c'est ça, je me suis dit, mais c'est ouf. C'est pas en France qu'on peut faire un kebab. C'est ça. Et voilà. Et puis après, j'ai continué à rencontrer des gens, tu sais, ça allait crescendo. Et puis comme, tu sais, c'est la côte Est, sur un mois, il y a beaucoup de gens qui font Sydney Cairns. Ouais. Donc tu rencontres les nouvelles personnes dans les villes par hasard ou pas. Et puis, donc voilà, ça a été assez sympa. Et puis voilà. Et t'as pas eu ce choc de différence d'âge? Tu sais, t'as parlé des Allemands qui étaient hyper jeunes. Ouais. Moi, ça m'a choqué parce que je suis partie du coup quand j'avais 23 ans. Ouais. Et je me suis dit, avant de partir, faut le faire maintenant parce que là, t'es vraiment dans les vieilles qui vont partir. Ah, d'accord. En mode, vraiment, là, je le fais tard, tu vois. Il aurait fallu le faire bien plus tôt. Et en arrivant là-bas, j'étais l'une des plus jeunes. En fait, tous mes potes avaient aux alentours de 25, 28, quoi. Ouais. Sauf les Allemands, parce qu'il y a la petite anecdote que j'ai appris là-bas. Mais les Allemands, en gros, ils ont une bourse après leur bac qui leur permet de partir à l'étranger, juste après. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Allemands qui sont ultra jeunes et qui partent. Ouais, j'avais entendu une histoire comme ça d'année de césure qui faisait... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, j'ai été hyper choquée par l'âge, vraiment en mode... je me suis mis une pression avec l'âge, en mode... tu pars peut-être un peu trop tard, tu vois, vraiment. Et une fois sur place, je suis en mode... pas du tout, en fait. Enfin, genre, je suis l'une des plus jeunes. Faut que j'arrête de me foutre la pression de l'âge, quoi. Tu sais, de construire ta vie, d'avoir ton appart, tout ça. En fait, il y en a plein qui sont beaucoup plus âgés que moi et qui se posent pas ce genre de questions. Ouais. Donc, faut grave relativiser là-dessus, quoi. Ouais, non, c'est clair. Moi, je me suis pas trop posé cette question, à vrai dire. Mais c'est vrai que les gars que j'ai rencontrés, bon, il y a eu de tous les âges, hein, vraiment. Donc, comme je t'ai dit, il y avait des gens très jeunes, il y avait des gens beaucoup plus vieux. Et puis, au niveau des surfeurs, je sais pas si c'est partout pareil, mais tu vois, il y avait des mecs qui avaient 40 et plus, et ils étaient en auberge de jeunesse, et à 100 mètres, il y avait un spot de surf, tu vois, ils allaient surfer juste. Ils venaient juste là surfer, donc voilà. Non, ça allait. Non. Et du coup, dans quel état d'esprit t'étais au début, et qu'est-ce qui a, enfin, quel spectre de ta perception, on va dire, a le plus évolué en Australie? L'état d'esprit au début, moi je suis partie en mode vraiment, je suis partie seule.
parce que je voulais pas être freinée par un pote ou quoi qui me dise ouais mais moi je suis pas trop chaud pour faire ça, je suis pas trop chaud pour aller là. Genre vraiment t'es libre, tu pars par toi-même et tu découvres sur place. Et j'étais sûre de rencontrer du monde, tu vois. Je me suis dit ils sont tous dans le même esprit ou quoi. Et en fait je suis assez surprise parce que je n'ai pas été une seule journée toute seule en Australie. Ouais. Je suis partie toute seule, je n'ai pas passé une seule journée toute seule. C'est un délire. Du coup je suis revenue dans un mood beaucoup plus peut-être plus ouverte d'esprit, en mode voilà, en France, aller vers les gens, en soirée où tu vois, t'as cette petite réticence, t'oses pas trop. Une fois que tu fais l'Australie ou toute autre destination, je pense, tu reviens en mode pas prise de tête, vraiment, genre si t'as envie d'aller parler aux gens et de demander comment ça va ou d'ouvrir le contact, tu le fais. Et je trouve que vraiment les gens qui ont voyagé, ils ont cette ouverture, j'arriverai pas, cette ouverture d'esprit incroyable, où justement, tu peux rencontrer des gens qui sont partis n'importe où. Si tu les rencontres après en France ou, enfin, t'as un échange qui se fait avec ces personnes qui est ultra constructif, t'as plein de trucs à te raconter, des expériences à échanger que tu peux pas faire avec des gens qui ne sont pas partis. Ouais. Ouais, vraiment, tu t'ouvres au monde et ça, il y a que les gens qui sont partis qui ont cet esprit un peu comme toi de tout va bien dans ma vie, je suis hyper ouverte, je peux parler à tout le monde et tout. Et ça, je trouve ça ultra cool. Et comment t'as fait pour la première fois, comment t'as fait pour aller ou comment quelqu'un est venu vers toi? Enfin, comment cette barrière de tout le monde est friendly et c'est cassé en fait? Comment ça s'est passé? Alors, je suis hyper sociable et ouverte aux autres, mais jamais pour le premier contact parce que j'ai toujours peur d'embêter les autres. Ça, c'est peut-être un truc du coup qui a changé maintenant. Mais du coup, ouais, voilà, maintenant on peut y aller quoi. Mais le bonjour, comment ça va est très difficile parce que je me dis ça se trouve la personne va être toute seule, donc je ne veux pas déranger. Et donc moi j'étais partie dans l'objectif tu ne parles pas avec des Français. Il faut que tu améliores ton anglais, donc tu vas parler qu'avec des Anglais. Maintenant quand tu fais 16 000 kilomètres, que tu te retrouves à l'autre bout du monde et que t'es toute seule, le premier truc, bon finalement t'es rassurée quand tu croises des Français, tu vois. Et donc première journée j'étais trop bien euphorique, j'ai fait la visite de la ville trop bien. Et le soir, je suis rentrée et j'avais pris, je connaissais pas trop encore le système des cuisines et tout, donc j'avais pris une espèce de pasta box, tu vois. Donc j'ai mangé mes pâtes toute seule dans cette cuisine immense et j'étais dans ma tête en mode bon, bah ça va être plus compliqué que prévu pour rencontrer du monde. Je vais faire ma première soirée. Enfin après c'est que mon premier jour, donc je vais aller me coucher. C'était où? À Melbourne. Okay. Et puis demain, j'essayerai d'aller parler aux gens, mais là, voilà, j'arrive pas, quoi. Donc j'étais un peu dépitée, en mode, bon, tant pis, tu vois. Et là, je vais faire ma vaisselle, et là, j'entends parler français. Mon visage s'est illuminé. La meuf a dû tout de suite voir que j'étais genre euphorique. Elle m'a dit, t'es française? Non. Oui, tout à fait. C'est en mode, on est français, le point commun. Et du coup, direct, là, c'est là que tu vois qu'il y a des backpackers qui sont, qu'ils ont l'esprit backpacker, quoi. Et direct, elle m'a dit en mode, viens boire un verre avec nous ce soir, on sort tous ensemble et tout. Ah, super sympa. Ok, trop bien, ouais, carrément, je viens, rendez-vous à quelle heure et tout. Bah là, tu vois, c'était parti énorme. En mode, premier soir, je veux pas être toute seule dans ma chambre après avoir mangé mes pâtes, je sors. Et là, c'était royal. Et du coup, on était un groupe de 20, bon, que des Français. Non, il y avait 2-3 Anglais, je crois, mais globalement, voilà, que des Français. Les pauvres. Et là, du coup, forcément, les gens sont très ouverts et viennent aussi à toi. Et puis là, tu sors en groupe, donc t'as pas peur de dire bonjour. Je veux dire, tu sais, ils t'ont invité, quoi. C'est plus en mode tu déranges. Donc là, direct, en fait, j'ai créé un lien. Il y avait beaucoup de personnes, donc beaucoup de personnalités différentes. Des fois un peu trop extraverties pour moi. Et je me suis grave retrouvée dans le caractère de 2 personnes. Et du coup, j'ai parlé clairement avec eux toute la soirée. C'est-à-dire que je n'ai pas calculé les autres. Mais on a parlé à fond, genre... on s'est livré de fou sur nos vies, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, ceux-là, ça, c'est mes potes de voyage, je vais les kiffer de ouf. Et première impression est la bonne parce que du coup, j'ai passé quand même quasi 2 mois et demi en coloc avec eux en ferme solaire après, tu vois. Ok, ça marche. Donc, j'ai eu de la chance, on va dire, pour ce premier soir parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait ce premier pas. Ah, mais là, elle a été magistrale, hein, franchement, la passe décisive. C'est ça. Le bar, franchement, je pense, quand t'es backpacker et t'arrives dans un nouvel endroit, c'est vraiment l'invitation que t'attends, quoi. C'est genre, viens, on sort. On se connaît pas, viens, on sort, on va se découvrir. J'étais vraiment en mode, bon, comment je vais faire? Et là, on me propose. Là, j'ai sauté sur l'occasion directe. On fonce, on va au bar. C'est énorme. Et maintenant, quand t'es dans la situation inverse, que t'es en groupe et que tu vois des gens solo, est-ce que tu vas vers eux? Ou est-ce que t'as toujours ce côté où tu restes vraiment
dans la construction de ta relation avec les gens que tu as rencontrés? Alors on va dire tout dépend du groupe avec qui je suis. Si on est dans un groupe plutôt ouvert d'esprit, qu'on sort et qu'on est dans l'objectif genre dans une destination nouvelle qu'on connaît pas, là je vais être grave dans l'idée d'aller à la rencontre des gens. Et du coup si je vois quelqu'un tout seul ou qu'on vient devant moi, enfin genre s'il y a moyen, si t'as comme le eye contact quoi en gros, enfin en mode tu vois que la personne elle attend en retour en mode viens me parler, tu vois, parce que pareil je suis encore en mode je ne veux pas déranger, hein, si tu veux être tout seul tu restes tout seul. Mais s'il y a ce petit truc ou quoi, je suis en mode bah là direct quoi, tu vois, j'y vais et j'engage la conversation sans problème. Enfin je veux dire une fois que je comprends que la personne a envie de s'intégrer, bah viens avec nous quoi. Et maintenant c'est vrai qu'avec mes potes aussi, avant j'étais vraiment dans le mood j'ai telle bande de potes, je sors avec telle bande de potes. Quand je vais voir eux, je vais voir eux. Tu sais, on mélange pas. Et maintenant, dès que je sors, je suis en mode bah écoute, je sors avec telle personne, est-ce que tu veux venir? Et je suis vraiment dans cet esprit de tout le monde se rencontre, tout le monde apprend à se connaître ou quoi, et je trouve ça grave cool. Et ça, peut-être qu'avant, j'étais vachement plus renfermée là-dessus. Ouais, ok. Alors moi dans ce concept j'étais un peu comme toi, donc moi j'allais pas vers les gens parce que j'étais timide. Et je voyais les gens un peu comme des personnes qui potentiellement étaient malveillantes, donc pour me protéger je m'enfermais, j'attendais qu'ils viennent vers moi, et si une personne venait vers moi j'avais tendance à rien faire. Et tu sais il y a le syndrome un peu, enfin du coup tu as pas trop vécu parce que ça a vite arrivé, mais quand t'es tout seul dans un endroit il y a un mécanisme on va dire d'autodéfense ou de sécurisation qui fait que tu te mets en mode survie et puis tu vas parler vers les autres. Et ça m'était arrivé à New York, donc juste avant, sur ma première expérience. Et donc, quand je suis arrivé en Australie, j'étais un peu plus prêt à ça parce que j'avais vécu dans une auberge pendant un mois déjà et je savais que il fallait que j'aille voir des gens, sinon j'allais souffrir de la solitude. Voilà, puisque les auberges, faut le dire, ça aide de fou quand même. Ouais, carrément. Genre si tu veux rencontrer du monde, tu pars en auberge. Ouais, pour moi c'est indispensable. Ouais, c'est clair et net. Et puis tu vois, j'avais ce côté-là où pour moi, quand je suis parti, j'étais en mode la solitude, ça me convient, je suis bien tout seul. Et j'ai vite vu que en fait non, je suis un être complexe. Et j'ai besoin de temps de solitude, mais j'ai besoin de temps de sociabilisation. Mais vraiment, j'ai besoin autant des deux, tu vois. Et du coup, quand j'y suis allé et que ça s'est débloqué, quand moi j'avais un groupe, on va dire, et c'est quelque chose qui se retrouve encore aujourd'hui, quand je fais partie du noyau, j'ai tendance à vouloir inclure les gens. Enfin les gens qui sont autour de moi, qui l'évitent, tout ça. Après ça se fait par un processus, tu vois, c'est pas, je vais pas aller voir n'importe qui et dire viens. Mais bon, une personne me paraît sympa et puis par exemple elle est dans l'auberge d'office, je vais être intrigué au moins et je vais voir comment elle est, et si elle est toute seule dans son coin ça m'attire. Et aujourd'hui, donc là récemment je suis parti au Maroc. Donc au Maroc les Marocains sont hyper sympas, hyper avenants. Donc moi ce côté avenant il a été en exergue, tu vois, donc je parlais avec tout le monde, il y en a beaucoup qui s'en foutaient de ma vie et qui voulaient juste me vendre des trucs, mais ils me disent salut ça va, donc moi forcément je racontais ma vie et je demandais aussi la vie de sa famille, donc ça m'a amené à plein d'histoires, mais on en parlera plus tard du Maroc, un autre épisode. Faut savoir que Naïl, l'un des premiers jours de classe qu'on a fait, il a mis un message sur la conversation de classe, venez on va tous manger en telle salle et tout, et que encore une fois t'as eu des réflexions en mode pourquoi tu nous proposes à nous? Alors que vraiment c'était l'idée que tout le monde apprenne à se connaître. Ouais, j'ai un esprit très colonie de vacances. Ça marche pas, on n'est pas dans le monde des bisous. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Non, il y a des gens qui conçoivent pas cet état d'esprit, mais c'est vrai que je pense que ça je l'ai gardé, tu vois, de l'Australien. Clairement le côté, en tout cas au moins du backpack, donc à partir de New York je pense, et même dans tous mes voyages c'est resté, et j'adore quand je suis en position on va dire de force inclure les autres. J'adore ça. Au même titre que quand je suis solo dans un nouvel endroit, j'apprécie vraiment, enfin je mets une vraie valeur aux personnes qui font le premier pas, tu vois. Le mec a aucune raison valable de me porter de l'intérêt, il le fait, et ça tu vois, ça reste en tête quand même. Moi c'est ça. Ce qui refait ma vie, c'est-à-dire que sans les gens qui auraient fait le premier pas, je serais peut-être toujours en train de manger mes pâtes, tu vois. Ouais, c'est possible. Non, vraiment, ça aide beaucoup. Ouais. Alors, je remercie les gens qui font ça, vraiment, c'est hyper important. C'est hyper grave, ouais. Et il y a un autre facteur aussi qui s'est développé en Australie, enfin de mon côté en tout cas, c'est l'ouverture aux activités à diverses activités. Je trouve qu'en Australie, il y a un pool d'activités nature, tout ça, qui peuvent paraître, je sais pas, soit has-been, soit tu y penses pas,
qu'on t'offre en Australie qui te permettent aussi de découvrir des nouvelles personnes autour d'activités, tout ça. Enfin, je sais pas si t'as le même effet. Non, pas trop. Faudrait que tu développes sur les activités has-been Alors, que t'as eu envie de faire. C'est pas has-been, mais par exemple, bon, j'avais commencé au Vietnam, mais en Australie, ça m'a permis d'avoir des amis et d'avoir je pense, le meilleur moment de tout mon voyage. C'est la plongée. Donc en fait, je suis allé dans un endroit où il y avait aucun backpacker, super perdu, parce qu'il y a une épave donc dans le monde des plongeurs qui est assez connue, c'est le SS Yongala, pour ceux qui connaissent. C'est une épave qui est absolument folle, genre il y a une biodiversité sous-marine qui est incroyable. Et donc en fait, c'est loin des... Attends, est-ce que je raconte ça ou est-ce que je raconte une anecdote de meurtre liée à ça? Je raconte une anecdote de meurtre liée à ça. Ça marche. Alors, faut savoir que le SS Yongala, il est aussi connu parce qu'un jour, un plongeur a plongé avec sa femme dans cette célèbre épave. Ok, je crois que je connais l'histoire. Ok, il a une fois sous l'eau, donc tu vois, tu peux plonger en binôme, une fois que t'as un certain niveau, et une fois sous l'eau, il a coupé l'arrivée d'air de sa femme, et il a prétendu que c'était un accident. Et bon, il est resté. Il s'est fait avoir. Et il s'est fait cramer, ouais. Ouais. Je me rappelle plus comment. Longtemps après, je crois 2-3 ans après, mais il s'est fait baiser, ouais. Et tu sais comment ou pas? Non, je ferai la suite. Bon, j'ai okay. L'anecdote, mais pas plus en détail. On vous laissera regarder plus en détail du coup l'histoire. J'ai que ça. Et donc en fait, donc c'est cette même épave, donc qui était vraiment c'est splendide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc c'est loin de tout ce qui est backpack, tout ça. C'est une petite ville perdue. On vient de chercher, il y a rien, il y a personne. C'est vraiment la petite ville australienne. D'ailleurs, je trouve que c'est une expérience incroyable d'aller loin des backpacks aussi, et puis de se rendre compte de comment est la vie loin de tout ce qui est touristique. Donc j'ai adoré déjà cette première partie. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré donc 3 personnes, donc 3 autres personnes qui étaient des plongeurs aussi. Et en fait, je sais pas, il y a eu un feeling mais instantané, c'est incroyable. On est rentré dans une sorte de minivan pour aller au camp. Sauf qu'avant d'aller au camp, fallait qu'on prévoie de la nourriture parce que c'était un peu loin. Et en fait, direct, on s'est dit, on a direct parlé, tout le monde s'est présenté. Puis quelqu'un a dit, ça vous chauffe qu'on fasse des faritas ce soir? Ça, c'est ouf, le repas pour rassembler tout le monde mais en mode, venez, on partage un repas. C'est ça. Et ça, direct, tu comprends que ça va être tes potes. C'est ça, c'était incroyable. Il y avait un mec qui devait avoir, enfin, ils étaient plus âgés que moi, ils avaient en moyenne 30 ans, en 2019, j'avais quel âge? J'avais un peu plus de la vingtaine. Et en fait, le feeling est ultra bien passé directement. Et c'est des gars avec qui j'ai plongé, et des filles avec qui j'ai plongé, avec qui on a roulé, on a fait une partie de road trip, que j'ai encore sur Instagram, tu vois, ça fait un petit moment, on discute. Le gars surtout, lui, c'est un gars qui travaille à la télé en Espagne. Et non. Voilà, il travaille dans une émission de science en Espagne, enfin c'est n'importe quoi. Et puis c'est vraiment mon meilleur souvenir, genre c'était authentique, tu vois. On a partagé ces faritas, elles étaient délicieuses. On les a fait à la plancha, c'était super, tu vois. Et puis après la plongée, elle était incroyable. C'était vraiment des moments où tu vois, je sais pas, on s'est retrouvé avec des tortues de mer, des coraux, des poissons, mais incroyable. Enfin j'ai adoré. Mais sur le plan perso, parce que j'adore ça, tu vois, la plongée, mais je veux dire, tu vois, autour de cette activité, on a su lier à un truc, mais incroyable. Tu vois, j'ai vu la Grande Barrière de Corail après, j'ai été à Fraser, enfin, il y a eu vraiment des choses magnifiques. L'Australie, ça a été un voyage incroyable. Mais c'est vrai que ce moment-là, c'est pas seulement un lieu ou quelque chose, tu vois. Tout ce qui compose cet instant, c'était pour ça, s'est fait sur 2-3 jours, tu vois. Mais ça a été, super, quoi. J'ai adoré. Ouais, les souvenirs qu'on en garde, de toute façon, il y a personne... Voilà, et c'est pour ça que je te disais en termes d'activité et tout ça. Mais moi, en termes d'activité, je t'avoue que j'ai fait plein de trucs, mais j'étais pas choquée, on va dire, par le fait de faire ces activités. J'en avais l'envie depuis longtemps, et j'ai travaillé pour ces activités, tu vois. Ouais. Genre vraiment, je me suis dit, tu bosses à fond pour ne pas être freiné sur aucune activité. Si t'as envie de faire ça, tu le fais. Si t'as envie de sauter en parachute, tu sautes en parachute. Tu vois. Alors, j'avais déjà sauté en parachute, donc j'ai juste fait un tour d'avion. Ah. Mais j'ai vomi dans l'avion. C'est ça l'anecdote. J'ai un peu le mal de mer partout, en avion, en voiture, en bateau. Okay. Donc, les transports n'ont pas été mes meilleurs amis. Okay. Mais je regrette pas du tout de l'avoir fait, tu vois. Mais non, j'ai fait vraiment un maximum d'activités. Par contre, j'ai pas rencontré, on va dire, des gens autour de ces activités. Parce que vu que je n'ai jamais été seule une seule fois, j'avais toujours du monde avec moi pour faire les activités. Ouais, okay. Donc, non, j'ai eu une expérience, c'est incroyable. Tu fais plein de trucs et ça, c'est trop bien. Mais j'ai pas ressenti cette découverte des activités, tu vois. Plus des paysages. Là, vraiment, j'étais choquée par les paysages
On avait très agréablement surprise, hein. Mais non, les activités, c'était ancré dans ma tête, quoi. Je savais que j'allais les faire. D'accord. Et donc, sur quels éléments tu dirais que tu as grandi au travers de ce voyage? Et par rapport à quelles expériences, par exemple? Déjà, je me suis surpassée, c'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, 6 étages, pour moi, c'est une activité physique très compliquée. Du coup, bosser en ferme solaire, c'est du travail à la chaîne, on va dire, mais dehors, en extérieur. Ouais, sous le cagnard. Voilà, avec la chaleur, ou des fois le froid, parce que je suis partie, c'était l'hiver en Australie. Donc j'ai eu de la chance d'avoir du -2 le matin et du 25 l'après-midi. C'était dans le sud? J'étais pas loin de Brisbane. Ok, donc, ouais. plus trop dans le sud. Ouais. Mais ouais, les différences de température, un -2 après 25, enfin, tu sais pas comment t'habiller, c'est une galère. Mais voilà, faut savoir aussi que je suis toute petite. Donc, en gros, toute activité normale pour quelqu'un, moi, fallait que je lève les bras à fond, pointe des pieds, enfin, vraiment, une galère, quoi. Et du coup, voilà, moi, la ferme solaire, ça a été vraiment, un dépassement de soi, parce que vraiment, je crois, le premier jour, je suis chialée, quoi, en mode, mais je vais jamais tenir, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible, tu vois. Bon, au final, j'ai réussi. Mais je me suis plaint beaucoup, hein, pour réussir, c'était important. Bah, mais je l'ai fait. C'est mon petit côté français. Voilà, c'est ça. Non, je suis très fière d'avoir réussi à faire ça. Donc voilà, me surpasser. Après, je dirais, la curiosité, j'avais déjà, mais je suis très très compliquée en termes de repas ou des choses comme ça. Et là, j'ai goûté du kangourou, du crocodile, enfin, tu vois, j'avais envie de découvrir la culture, quoi, tu vois, donc je suis très contente de l'avoir fait aussi. C'était bon? Eh ben, le crocodile, pas du tout. Ouais, le crocodile, c'est un mélange entre le poulet et le poisson. Ouais, avec plein d'arêtes. Donc, j'aime pas. Ouais, moi non plus. Et le kangourou, c'était un bon steak bien saignant, enfin, je veux dire, incroyable. Non, très très bon, le kangourou, je vous le conseille, hein. C'est un monstre. Et après, ouais, pareil, j'ai très très peur des animaux et ouais, genre j'ai pris un serpent dans mes bras, tu vois, un truc que je pensais jamais faire. Non, je me suis vraiment surpassée pour beaucoup de choses. Et après, vivre en communauté, finalement, c'est pas rien. Faut que tu mettes un peu de côté ta fierté, ton caractère qui peut être très fort ou des choses comme ça. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup appris parce que moi, toute seule, je m'en rendais pas forcément compte. Maintenant, quand je suis rentrée, donc j'ai une bande de potes depuis des années qui m'ont dit tu t'es grave apaisée et on sent que t'es beaucoup moins prise de tête, quoi. C'est impressionnant. Maintenant, t'es calme, tu t'en fous de tout. Enfin, tu vis bien, tu vois. T'es bien et on le ressent, quoi. Et ça, c'est vrai que je réagissais beaucoup aux cartes de tour. Quand tu faisais pas un truc comme moi je voulais, je le prenais grave pour moi. Donc tout ça, vraiment, le voyage en groupe, ça aide quand même pas mal, tu vois, à mettre tes côtés négatifs, on va dire, entre parenthèses, pour le bien de la communauté. Donc ça, c'était l'un des gros points que j'ai développé aussi, je pense. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait des expériences plus négatives qui auxquelles t'aurais tiré des enseignements, en fait? Genre... peut-être le fait justement d'être tout le temps avec du monde. Tu vois, moi je pensais que j'étais une personne comme ça, avoir besoin d'être tout le temps avec du monde. Et finalement, cette petite part où t'as envie d'être seule avec toi-même et tranquille m'a manqué. Ça, vraiment, tu vois, t'apprends à te connaître. Et du coup, moi qui pensais avoir besoin de voir du monde H24, je suis hyper contente quand je me retrouve seule des fois. Et ça, je pensais pas. D'accord. Donc c'est plus ce côté être H24 vraiment avec des gens. Des fois, j'ai besoin de souffler. Et le fait d'être en coloc, ça m'a permis d'avoir ma chambre aussi et de souffler dans ma chambre tranquille. D'accord. En auberge, tu souffles pas trop quand même, faut le dire. C'est clair que l'intimité zéro. Hein. Voilà. Et puis après, le confort en auberge ou en road trip, forcément, t'en as moins. Mais maintenant, je fais du camping depuis toute petite avec mes parents, donc c'est pas quelque chose qui me freinait. Et ça, tu vois, je pense pas avoir appris plus que ce que je connaissais déjà. Oui, d'accord, ok. Ouais, t'as juste fait ce que tu connaissais ailleurs. Ouais, voilà, le confort, c'était vraiment pas un truc qui me faisait peur. Moi, dormir par terre, y a pas de souci, quoi. Ok. Moi, à ce niveau-là, ce que je supporte pas, c'est les ronflements. je trouve ça horrible. J'ai des sacrées histoires en auberge. Moi, le ronflement, à partir du moment où je dors profondément, donc ça va. Oh. Maintenant, quand tu ne dors pas, c'est compliqué, tu vois. Putain. Mais c'est pas ce qui m'a le plus fait chier, tu vois. Moi, c'est Pour moi, quand t'es en auberge, t'as du bon sens. C'est-à-dire que quand quelqu'un dort, tu n'allumes pas la lumière et tu ne parles pas fort. Tu chuchotes. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Ouais. Et ça, moi, vraiment, ça a été très, très casse-couille. Genre, les gens qui allument alors que tu dors, en fait. Tu vois, ça, juste, c'est pas concevable.
Et j'ai eu les expériences, tu vois, de gens bourrés qui arrivent à 4h du mat, qui allument et tout. Et vraiment, là, tu vois, là, j'avais envie de les tuer sur le moment, quoi. Mais... Un bon défi pour ton nerf. Waouh, ouais, là-dessus, ouais. Okay, voilà. Mais sinon, en négatif, non, globalement, j'ai kiffé mon voyage, quoi. C'était une belle expérience de A à Z. Ouais. Moi, je te dis ça parce que j'ai une expérience. En fait, sur le moment, je l'ai vécu ultra négativement. Genre, ça m'a fait un choc. Mais vraiment un choc. Oui, je m'en rappelle, genre, très clairement maintenant. Mais avec le recul, maintenant, je le prends plus comme un enseignement. Et je pense que ça m'a carrément servi. Parce que, comme je te disais, j'avais un caractère un peu effacé, tu vois. Ouais. Et j'avais tendance à être gentil. Trop gentil. Et j'ai un problème, peut-être encore aujourd'hui, mais qui s'atténue, c'est que je fonctionnais vraiment avec le regard des autres. Comme je te disais, j'étais totalement perdu, je savais plus ce que je devais faire, comment, pourquoi, machin, et donc je me réfugiais dans ce que me disaient les autres. Donc je faisais en sorte de leur plaire. Okay. Et le truc, donc j'étais trop gentil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis allé dans une auberge. C'était à Byron Bay en fait. J'arrive dans une auberge et le temps d'attendre, on me dit va t'asseoir là-bas, machin. Et il y avait un gars. Et en fait, ce gars, c'était un représentant d'une agence d'activité. Okay. Et tu vois, moi, je me suis dit, bon, bah, vite fait, je vais rester tranquille. J'étais crevé, tu vois. Et je vais rester vite fait, il va me raconter son truc et après, je vais partir. Et ce type m'a embobiné, en fait. Il paraissait sympa, il m'a partagé comment ça s'appelle? Son maté, tu sais, la boisson argentine et tout. Et il m'a raconté sa vie, je lui ai raconté la mienne et tout. Et en fait, au bout d'un moment, il voulait me vendre des activités. Donc moi, je lui avais dit, entre-temps, toutes les activités que je voulais faire. Donc, plonger, saut en parachute, découverte de la pampa, voir les crocodiles, enfin il y avait vraiment tout ce que je voulais faire, mais je pensais pas non plus tout faire. Il y en avait pour 1200 €. Et j'ai pas osé dire non. Mais j'ai payé 1200 € d'activité. Putain. Et c'est après coup je me suis dit attends, parce qu'en fait ce qui se passait c'est que il m'avait tenu genre pendant peut-être 2 heures, tu vois. Alors que moi, je voulais juste arriver, je venais de faire un voyage en bus, je voulais me poser dans mon lit et me coucher, tu vois. On n'en parle plus, je me fais une sieste. Et j'avais pas osé dire non. Et je suis tellement un pigeon que ma carte est pas passée, du coup je suis allé... Retirer. Je suis allé retirer, il me semble, ouais. Et j'y suis retourné, je me rappelle que je suis parti et je retournais. Donc je sais plus si c'était pour retirer, mais il me semble que c'est pour retirer. Et je l'ai payé. Et je me disais, mais avec le recul, tu sais, pendant plusieurs jours et tout, je me dis, mais je viens de me faire arnaquer là, mais je suis vraiment un pigeon et tout. Puis tu sais, je repense à lui qui me dit, mais non, c'est super bien et tout. Et moi, vraiment, que je me fasse arnaquer ou pas, tu vois, en vrai, ça n'a pas d'importance là, c'est juste que j'ai été faible, tu vois, je me suis juste laissé embobiner. J'avais envie, parce que c'était un peu mon poteau, parce qu'on se connaissait depuis 30 secondes, de lui faire plaisir. Et puis j'ai lâché genre tout mon budget de vacances, tu vois. Donc au final, c'était incroyable. Hein. J'en ai eu pour mon argent. J'ai fait la grande muraille de Chine, la grande barrière de corail, bien sûr. La grande barrière de corail. J'ai fait Fraser, j'ai fait des tonnes de trucs, j'ai fait un saut en parachute, j'ai fait plein de trucs, donc c'était hyper, tu vois, avec le recul c'est intéressant, mais c'est vrai que sur le moment et après coup, je m'en suis servi de ce moment-là en me disant, il y a un moment où t'es à l'étranger, t'es un adulte, tu peux compter que sur toi, tu vois, c'est terminé ce genre de phase où t'essaies de plaire à qui que ce soit, où tu te fais embobiner, quoi. Et ça m'a fait travailler, mais pendant longtemps, tu vois, je me suis dit vraiment, mais moi, tu vois, je me serais fait embobiner direct. Je ne sais pas dire non aux gens, et je vois le positif dans toutes les personnes. Ouais. Et surtout en Australie, ils sont tous ultra gentils, donc moi j'ai vu le mal nulle part, et plein de fois on m'a dit, mais Mélo, mais doucement, mais ça va pas de faire confiance à quelqu'un que tu viens de rencontrer il y a 1 heure. Ah ouais? Vous pensez qu'il est méchant? Genre moi vraiment, moi je plonge quoi, j'ai confiance en tout le monde, je suis très positive de base. Du coup, on me propose un truc, je vois surtout pas l'arnaque derrière. Moi, je fonce. Alors, j'ai de la chance jusqu'à aujourd'hui, mais jamais arrivé de couilles. Ouais. Mais je crois en la bonne étoile des gens et au fait qu'ils soient tous ultra sympas. Il y a pas de gens méchants dans ce monde. Ouais. Ou pas. Ouais, bah après, lui, je pense qu'il était pas méchant, il faisait son métier, tu vois. Ouais. Mais peut-être qu'en Australie, c'est vrai qu'il y a une proportion de bienveillance plus importante. Incroyable. Après, on m'a dit que sur la côte ouest ou dans les terres, c'était autre chose. Ouais. Oui. Ouais, ça, on parle dans les grosses villes ou des choses comme ça. Quand tu pars dans les terres, bah t'as le paysan australien, quoi, c'est autre chose quand même, ouais. Ouais, t'as eu l'occasion de les voir ou pas du tout? Les voir, on a l'impression qu'on parle des animaux sauvages. Et effectivement, j'en ai observé. De rencontrer ces personnes. Faut savoir qu'en Australie, donc les très très grosses villes, il y a beaucoup d'habitants, genre Melbourne, Sydney, Brisbane, tout ça. Mais une fois que tu t'enfonces un tout petit peu, bah c'est des villes, genre moi j'ai travaillé en ferme solaire, c'était une ville de 3000 habitants. Donc 3000 habitants, on est d'accord, en France c'est une campagne, quoi, enfin c'est un petit village. En Australie c'était une vraie ville, hein, il y avait un McDo, un KFC, enfin je vous jure une vraie ville, quoi. Et du coup,
t'avais un peu des paysans sur les bords, quoi, mais ils étaient plus beaufs, gentils que arriérés ou des trucs comme ça. Tu sais, j'ai pas eu ce genre de problème. Ouais. Après, faut savoir que j'étais entre guillemets, tu vois, parce que c'est immense l'Australie, on se rend pas bien compte, mais j'étais qu'à 5 heures de la côte, à 5 heures. En France, quand t'es à 5 heures, t'es au milieu de la France. Ouais. Quand tu regardes la carte de l'Australie, à 5 heures, t'es encore sur la côte, tu Ouais. sais. Donc, j'étais pas encore dans le bush. Le bush, c'est la campagne profonde en Australie, là où il y a rien. Donc, j'étais pas encore enfoncée dans les terres comme ça à fond. Donc, j'en ai rencontré, mais voilà. Après, le fait d'être en ferme solaire aussi, je pense qu'ils voient beaucoup de turnover en termes de backpackers ou quoi, donc ils sont plus ou moins habitués. Ouais. Donc, je dirais que j'ai pas cette expérience assez crue, quoi. Genre, ouais, je vois. Ok. Ouais, il y a un truc que j'avais remarqué, c'était à Cairns. Avant, je l'ai pas remarqué. C'était le traitement des indigènes, je crois qu'on les appelle comme ça. Les aborigènes. Les aborigènes, pardon. Les traitements horribles. C'était... En fait, plus tu montes dans le nord, plus c'est pauvre et plus t'en vois. Alors que quand t'es vers Sydney, Melbourne, Brisbane, il y en a pas tant que ça. Donc tu te rends compte pas. Non, c'est pas ça ma phrase. Tu te rends pas compte, merci. Ouais. Tu te rends pas compte de cette différence de traitement, de décalage, quoi. Il y a une vraie différence entre les deux. Ils font vraiment genre une limite ou quoi. Genre t'as les aborigènes et les Australiens. Genre c'est pas la même communauté, t'as l'impression. C'est ça. Et les aborigènes, c'est... Après, moi, je parle de mon expérience, du peu de temps où j'ai été à Cairns. Ça a été des personnes qui paraissaient quand même très pauvres. J'ai pas vu d'aborigènes qui paraissaient avoir avec des moyens, quoi. Ah ben moi donc je suis allée jusqu'à Darwin, donc dans le nord-nord, tu peux pas aller plus au nord. Et là c'était encore pire qu'à Cairns, donc j'ai commencé à en voir à Cairns, mais à Darwin il y en avait vraiment beaucoup. Et là tu vois une vraie différence. Déjà Darwin c'est beaucoup plus pauvre que les autres villes ou quoi. Mais ouais non il y a un décalage. Ils sont très pauvres et en fait ils sombrent. Ils touchent de l'argent par l'État car j'ai pas les termes exacts ou quoi. Mais en gros, étant donné que ce sont les Anglais qui ont envahi leur territoire, en gros ils ont une aide de l'État en étant citoyens de cette terre de base, tu vois. D'accord. Et l'argent part principalement dans la drogue et l'alcool, quoi. En fait, ils sont tous c'est méchant si je dis qu'ils veulent pas s'en sortir, mais et en fait ils sont dans un cercle vicieux et tu sais qu'ils ont cette aide, mais enfin tu le vois pas sur eux, tu vois, genre vraiment ils sont tous quasi à vivre dans la rue ou dans des bidonvilles ou des choses comme ça. C'est ça. T'as pas l'impression que il y en a qui s'en sortent, quoi. C'est ça. Moi j'ai perçu ça plus comme étant donné qu'il y ait aussi peu de, enfin qu'il y ait pas de, comment dire, une proportion remarquable d'aborigènes qui s'en sortent, c'est sûrement qu'il y a une histoire de racisme. D'ailleurs, j'avais discuté avec un Australien, ouais. Qui m'expliquait, enfin qui m'en parlait en fait des aborigènes. Il m'avait parlé parce que j'allais à Cairns et il m'en avait parlé mais d'une façon mais ultra, tu vois, genre fais gaffe aux aborigènes en mode alors on m'en a parlé comme toi. Ouais. Et sauf que malheureusement ça c'est un petit peu avéré vrai, quoi, parce que j'ai beaucoup de copains qui sont partis sur des road trips où tu t'enfonces plus dans les terres et qui se sont fait piller par les aborigènes parce que dû de leur pauvreté justement, ils pillent, quoi, et puis ils te volent tout et donc c'est pour ça qu'on m'a dit de m'en méfier. En fait c'est du fait de leur pauvreté, forcément ils prennent la facilité. Et après moi je t'avoue qu'à Darwin donc je suis arrivée toute seule à Darwin, je me suis fait emmerder les 3 premiers jours non-stop, quoi, et genre t'en as une qui a failli me piquer mon hamburger. Enfin j'étais tranquille en train de manger sur une terrasse d'un McDo, elle me touchait mon truc en mode donne, tu vois. Et 3 secondes après enfin tu fais autre chose, genre j'étais au téléphone, c'était donne ton téléphone pour téléphone, enfin genre j'ai été vraiment accaparée, enfin pas accaparée non plus, mais je veux dire cette mauvaise image qu'on m'avait dit d'eux, je l'ai un peu retrouvée quand même, tu vois. C'est dommage, hein, mais du fait d'être dans ce cercle vicieux, ça aide pas, quoi. Ils sont mis en marge de la société à cause c'est du racisme, hein, tout simplement. Je pense que même au niveau de l'emploi et tout ça, ceux qui veulent s'en sortir, ils souffrent à fond, à mon avis, oui. Tu vois, quand on fait nos papiers en Australie, je sais pas si tu as eu l'occasion de travailler là-bas. En Australie, non. Ouais, non. En gros, les papiers, c'est ultra simple à faire, hein. Clairement, il n'y a pas plus simple.
Mais à chaque fois que tu fais tes papiers, t'as une case. Si vous êtes aborigène, veuillez cocher cette case. Genre vraiment, c'est une catégorie à part, quoi. Ok. Parce que ils ont pas les mêmes droits, ils ont pas les mêmes trucs. Enfin, donc ouais, tu le sens bien quand même, quoi. Bah, ça, tu vois, ça m'a surpris aussi. Ça m'a un peu, ouais, ça m'a choqué, tu vois. Ouais. Ça m'a vraiment choqué. Et surtout que, bon, bah, tu vois, je te dis, moi, je suis arrivé en Australie, un peu, j'avais une image de l'Australie, terre d'accueil, c'est cool, tout est parfait et tout. Et j'arrivais pas à concevoir que les personnes qui étaient là de base soient traitées comme ça. Ouais. Et après, t'as l'exemple typique des États-Unis, t'as l'exemple, voilà, t'as des milliards d'exemples en réalité. Mais c'est vrai que le voir en vrai, et je te dis, voir vraiment les aborigènes dans la rue, à mendier, ou voilà, en mauvaise santé, tout ça, ça m'a ultra surpris. Et c'est arrivé vers la fin de mon voyage, donc tout le long, j'étais avec des backpackers, je faisais des plages, il y avait les moyens, il y avait des trucs, en gros, j'avais l'impression que vraiment chaque ville faisait en sorte de profiter au maximum des ressources qu'offrait la nature, tu vois. T'as des vagues, allez, surf, il y a des plages, même Bondi Beach, tu vois, Sydney, tu vas à Bondi, t'as des piscines, à côté t'as la mer, à côté t'as des petits restaurants où tu peux bouffer du fish and chips, à côté t'as juste un peu plus loin, t'as Sydney, super belle ville, ultra quand même propre. Ultra touristique, la côte est par rapport à la côte ouest. Ouais, mais Cairns, tu vois, Cairns c'est touristique. Ouais. Et pourtant, il y a toujours ce souci-là, quoi. Les personnes souffrent devant toi, en fait. Je trouve ça, mais ça. Ouais, Cairns, vraiment, ça été tranquille, quoi. Par rapport à Darwin, il y a une vraie différence. Ouais. Ok. À Cairns, j'en ai croisé, j'ai pas été emmerdée. À Darwin, vraiment, j'ai vu la différence. Ouais, ok. Et tout en descendant dans l'ouest, tout ça. Toute la partie plus pauvre, il y en a beaucoup. Et en vrai, j'ai pas été trop emmerdée, tu vois, mais on m'a dit de faire attention et ça s'est avéré vrai plusieurs fois, quoi. Ouais. Ok, ouais. Non, moi ça va, j'ai pas eu ce problème-là. Et puis très honnêtement, je fais toujours attention à ce que me disent les gens, parce que ils ont tendance à parler sur des on fait, j'ai vu à la télé, des trucs comme ça. Par exemple, on m'avait dit, quand j'allais en Russie, on m'avait dit, les Russes sont très très racistes, quand ils vont te voir, ils vont te tabasser. J'ai jamais eu aucun problème avec aucun Russe. Ils ont été adorables avec moi, très sympas, enfin, tu vois. Et bon, c'est la Russie, c'est pas non plus la fiesta, tu vois, mais toujours ils ont été très corrects, tout ça. Et puis j'ai découvert une diversité là-bas aussi qu'on n'imagine pas, tu vois. Il y avait tous les pays un peu plus au sud de la Russie qui remontent, donc c'était normal pour eux de voir un mec qui avait ma tête, tu vois. Bon, après, comment le prendre? pour vous expliquer, pour vous me visualisiez un peu, en général je suis pâle, j'ai de la barbe. Bon là je suis pas pâle, je reviens du Maroc, mais j'ai une barbe noire et puis des cheveux noirs, quoi, tu vois. Enfin peut-être un peu typique, je sais pas trop d'où. Je suis kabyle. Je sais pas trop quoi dire. Ok. Est-ce que tes rapports avec tes amis ou ta famille, je vais dire ceux qui sont restés en fait, qui n'ont pas voyagé, ou d'autres qui ont voyagé à d'autres moments ou à d'autres endroits, ont évolué? J'avais un peu peur en quittant la France. Tu vois, j'ai une bande de potes depuis longtemps, mais je me suis dit, vas-y, je vais pas les voir pendant longtemps. Est-ce que je vais être reniée ou quoi? Je suis rentrée, c'était comme avant, donc ça, nickel. Ma famille, comme avant aussi, trop contente de les revoir ou quoi. Mais t'as des potes quand même où le fait que tu sois à l'autre bout du monde, bah, tu vois un peu qui est là pour toi aussi, tu vois, ça joue quand même. Et après, sur mes rapports, je dirais qu'en fait, sur mes bandes de potes de base, j'ai pas pu raconter tout ce que je te raconte là. Genre, j'ai raconté à personne mon voyage en détail. Parce qu'en fait, t'as vécu tellement de choses intenses en 6 mois, là, du coup, que tu peux pas tout raconter. Ouais, c'est clair. Et que les gens qui sont pas partis comprennent pas cet engouement que t'as à vouloir raconter ton voyage. Faut que ça aille vite, quoi. Tu fais les grosses étapes ou quoi, mais tu parles pas de ton expérience ou pas. Et j'ai ma cousine qui est rentrée, elle a fait 5 mois en Amérique du Sud. Donc elle est rentrée il y a 1 mois à peu près. Et on s'est vus. Et on a grave échangé. Et je pense que ça nous a fait grave du bien à toutes les deux. Parce qu'en fait, t'as enfin une personne qui te comprend en face sur l'intensité du voyage. Ce que t'as pu vivre à des moments ou quoi. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas parti, clairement, tu le décroches sur la conversation. Il peut pas comprendre ce que t'as vécu.
Et c'est pas avec tes mots que tu vas lui faire comprendre. Parce que vraiment, c'est... Enfin, voilà, t'as vécu ça, c'est incroyable. J'ai vécu, c'est incroyable. Mais personne a vécu notre expérience à nous, tu vois. Ouais. Les rencontres que t'as fait, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui comprennent en mode... Pourquoi tu parles toujours des gens de l'Australie? Là, je suis hyper proche avec un mec que j'ai rencontré en Australie. On s'est vu 2 semaines en Australie. Maintenant, c'est mon meilleur pote. On est H24 ensemble, tu vois. Et c'est parce que t'as tissé un lien fort où les rencontres là-bas, ben, c'est des trucs qui restent, quoi. Et ça, je pense que dans la vie de tous les jours, la vie commune, quoi, c'est pas des valeurs qu'on peut avoir. Et ouais, ça m'a vraiment manqué, genre le fait de pas pouvoir en parler. Vraiment tu sais, t'as envie de dire, bon alors, je vous raconte tout, et les gens te posent une question, ça va, c'était cool l'Australie? Ouais, et là tu commences à parler un peu, tu vois que ça décroche très vite. Donc tu fais un débrief, ouais, c'était incroyable, très belle rencontre, paysage magnifique, ouais, une très très belle expérience. Et tu t'arrêtes là, parce qu'en fait, ils ont pas vraiment envie de savoir, j'ai l'impression, quoi. Alors que quelqu'un qui a vécu un voyage fort, il va te demander beaucoup plus en détail, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. À ce niveau-là, moi, je trouve que le voyage, avant tout, c'est, comment dire, quand t'as envie d'expliquer vraiment ce que t'as vécu, au-delà des relations et tout ça, pour exprimer ton ressenti, moi, ça passe beaucoup par l'odeur que j'ai senti sur place à des moments. Par exemple, aux États-Unis, j'habitais à côté d'une laverie. Donc j'ai senti toujours cette odeur, tu vois. Et quand je la sens en France, ça me rappelle directement, tu vois, les États-Unis. Ça va être la sonorité, tu vois. Quand je suis parti au nord du cercle polaire, il y avait de la neige de partout. Donc les jardins étaient faits genre avec des barrières de neige tellement il y a de la neige. Et donc t'as vu, c'était un bruit très très feutré, très sourd. Quand tu passais tes pas et tout ça, c'était particulier. Je sais pas, des fois il y a l'humidité, tu vois, la chaleur et tout. Au Vietnam, tu le sens, tu vois. Enfin, dans les pays asiatiques, tu le sens fort, l'humidité, c'est vraiment un truc sur les photos, tu le vois pas du tout. En vrai, t'en chies, quoi. Exactement, c'est ça. Mais au niveau, alors moi, je dirais pas les odeurs, mais au niveau de la sonorité, j'ai encore des audios de mon téléphone, des bruits typiques d'Australie. Genre, quand tu passes sur un passage, quand tu passes, sur les passages piétons australiens, je l'ai. Les oiseaux en Australie, alors ça, c'est un délire. Les pigeons avec la petite machin. Les cacatoès, non. Tous les oiseaux en Australie. Il y a des pigeons, ils ont juste une touffe comme petit œuf là. Ils ont un trait dans l'air. T'as pas vu? Mais tous les oiseaux, pour moi, c'était une autre langue. Ils avaient pas le bruit des oiseaux européens. Genre, un oiseau européen fait cuit-cuit, et là-bas, c'était des bruits de robots. T'es en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a, ça faisait des bruits de chat. J'étais en mode, qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Un oiseau. Genre, j'ai entendu des enfants piailler et des robots. Et en fait, c'était les oiseaux. Genre, vraiment. T'as entendu les chèvres qui font un cri d'un bébé qui pleure? Ça, je l'ai entendu avec un oiseau. Mais vraiment, les oiseaux, là-bas, tu vois, genre, c'est un truc qui m'a marqué. Pareil, j'ai des audios de ça dans mon téléphone. Non, les oiseaux, vraiment, ça m'a marqué de fou. Et j'ai des bruits comme ça, genre, j'ai le bruit des chauves-souris. Enfin, j'ai pas mal de bruits que j'ai gardés comme ça. Et donc, ouais, je dois être beaucoup sonorité. Et aussi, les musiques, genre, typiquement, tu vois, il y a telle musique qui me fait penser à telle soirée, tel endroit. Les musiques, c'est aussi fort. Genre, tous les matins... pour aller travailler à Melbourne, j'ai un collègue qui m'avait fait découvrir une musique. Tout le matin, j'avais cette musique, c'est de bonne humeur pour aller travailler ou quoi. Genre, typiquement, là, quand je la mets, tout de suite, je me revois ou quoi. Genre, c'est telle musique, tel endroit. C'est Knock Knock. Mais alors, l'artiste, je sais pas. Bon, bah... Si vous connaissez Knock Knock, en plus, je le prononce bien en français. Knock Incroyable. Knock. Voilà. Attends, je voulais dire un truc. Ah oui. Ok. Alors, moi, pour en revenir à la famille et aux amis, j'ai une famille de grands vadrouilleurs. Ouais. Donc, mes grands-parents, ils ont migré d'Algérie natale jusqu'à ici. Et mes parents, ils ont toujours voyagé. Donc, eux, ils ont grandi en France, mes parents. Mais pareil, leur relation à mes parents, elle s'est constituée autour du voyage. C'était d'abord des hippies, après rock'n'roll hippie, et voilà, ils ont acheté un van, ils ont voyagé Incroyable. de fou, tu vois, ouais, hyper stylé. Tu vois les photos, tu vois, tu te dis c'était des hippies rockers, quoi, tu vois, c'est vraiment le cliché. Et après, quand ils ont vieilli un peu, ils ont continué à voyager avec un camping-car. Moi, plus jeune, j'ai voyagé avec eux avec un camping-car. Quand mon frère est arrivé, donc le camping-car était vendu, mais on a continué à faire des road trips, donc un peu en Europe en fait, en voiture. Mon père adore voyager donc rouler, donc j'ai fait, tu vois, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, enfin un peu tout ça, Angleterre, enfin tout ce côté-là en voiture, et ils m'ont inculqué ça, tu vois. Quand je leur ai dit que j'avais envie de voyager, pour eux c'était, ils étaient contents, tu vois.
ils étaient contents, ils avaient confiance en moi, et j'ai eu cette chance donc d'avoir des parents qui étaient en phase, tu vois. Tout le temps, ils me disaient, bon, bah juste, tu nous envoies un message quand t'arrives dans le pays, de temps en temps des petites nouvelles, et j'ai gardé cette habitude parce que aussi, surtout les premiers jours en Australie quand j'étais tout seul, ça m'a fait un bien fou de parler avec mes parents, tu vois, quand j'étais tout seul et que je souffrais de la solitude, j'étais en mode, ça me fait du bien. Maintenant, je vais plus facilement vers les autres, j'ai plus de codes et tout ça, donc j'ai moins ce sentiment de solitude, même quand je suis seul, j'apprécie. Mais bon, j'ai beaucoup évolué depuis. Mais je prends toujours autant de plaisir de donner des nouvelles, à raconter. Ma mère me suit sur Instagram, elle montre à mon père les petites photos. Ils sont pas du tout réseaux sociaux, pas du tout. Mais elle a juste installé pour montrer, tu vois. Et quand elle me voit ou qu'elle voit mes photos, elle est contente. Faut savoir que je suis passionné aussi de photos, donc je fais des photos dans mes voyages. Et ça compte beaucoup pour moi d'avoir mes photos et de les partager. J'aime ça, tu vois. Ouais. J'aime ça. Parce que c'est un instant, c'est un moment, des fois c'est esthétique, des fois moins, mais ça représente quelque chose sur. Enfin bref, j'adore ça et donc mes parents voient ça. Donc avec mes parents, j'ai toujours été en phase, je leur raconte mes histoires et tout. En général, eux par contre, c'est une oreille hyper attentive. Je pourrais leur raconter tout en détail 50 fois, ils seraient contents. Le problème c'est que quand je rentre de voyage, je suis fatigué, tu vois, donc je raconte, mais je trouve que c'est compliqué de retranscrire tout ce que t'as vécu aussi. Bien sûr, c'est hyper dur. Donc voilà. Et au niveau de mes amis, c'est plutôt l'inverse. De tous mes voyages, au fur et à mesure, j'ai gardé un pote qui est donc mon pote d'enfance, tu vois, depuis le lycée. Ouais. Voilà. Au fur et à mesure des voyages, en fait, on était un trio au départ avec qui je suis parti au Vietnam d'abord et que j'ai vu en Chine ensuite. Et au fur et à mesure, notre amitié, on va dire, elle a pris des directions différentes. Et donc lui, je l'ai perdu. On avait de moins en moins de choses à se raconter. Et finalement, voilà, on est parti ailleurs. Lui, il a préféré s'installer en Suisse et puis arrêter de voyager. Moi, j'ai continué. Et en gros, on était donc avec mon pote avec qui je suis pote actuellement. Donc c'était à l'époque de la fac. On était dans une association. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, je t'avais dit que ça faisait 1 an que j'étais dans l'association. Non, 2 ans que j'étais dans l'association. Et là, j'allais entamer ma 3e année. Sauf que durant cette 3e année, comme je te dis, j'étais à l'usine, à temps plein. Et donc, ma copine était aussi dans cette association. Donc, toute ma vie sociale et sentimentale était dans cette asso. Et moi, donc, j'étais dans une usine à peu près 1h30 de Lyon. Et ma fac et tous mes potes, évidemment, vivaient dans Lyon. Et donc, ça devenait très compliqué pour moi, même le week-end, d'aller les voir. Voir ma copine, je la voyais, j'étais explosé. Donc, l'usine, c'était une usine automobile, de pièces automobiles. Donc, il fallait qu'on fasse de la manutention de pièces lourdes, en fait. Tu vois, genre les pare-brises des camions, les trucs comme ça, il fallait qu'on les soulève, qu'on les foute dans des cartons. C'était, genre, tu le mettais comme ça. Bon, c'est pas très imagé, mais c'était compliqué, quoi. Et physiquement, c'était dur. C'était une usine de réinsertion de prisonniers. Et puis il y avait des personnes qui étaient avec des titres de séjour, enfin bref, qui venaient travailler. Donc c'était une ambiance assez compliquée, surtout vis-à-vis des prisonniers qui avaient perdu en fait leurs codes un peu sociaux pour certains et qui fonctionnaient beaucoup avec la violence. Okay. Voilà. Donc moi j'ai trouvé un rôle. Non, c'était très compliqué, sachant que au niveau du gabarit, je suis pas un titan. Donc moi, au niveau des personnes avec des titres de séjour, je me suis retrouvé un peu dans le fait de les aider au quotidien, donc les démarches administratives et tout, quand ils avaient besoin, tout ça, parce qu'ils parlaient pas très bien français pour la plupart, je les ai aidés, tu vois, à les faire, et j'ai pris énormément de plaisir à les aider, parce que j'avais cette impression de servir à quelque chose, sans que, tu sais, il y ait ce côté white saver, ou je sais pas comment on dit, tu sais, les gens qui vont juste payer pour aller faire de l'humanitaire dans des zones où en fait ils ont besoin d'argent mais pas de personnes en réalité, tu vois. Genre aller construire une école alors qu'il y a 50 types qui ont pas de travail sur la même zone mais qui ont juste besoin de l'argent et toi tu viens et tu dis je vais construire l'école. Tu vois, c'est ce côté-là qui me chagrine. Là, j'avais l'impression d'aider des gens qui avaient vraiment besoin de moi, tu vois. Et donc ça m'a fait du bien, mais par contre le côté prisonnier où donc voilà, c'était des menaces, il y avait des bagarres souvent, il y avait des trucs et comme je te dis, je suis pas un titan, donc c'était un peu éprouvant. Et c'est vrai que le week-end et tout ça, j'avais tendance à m'enfermer un peu. Et donc, ce côté où je me renfermais un peu a fait que ma copine, ça allait plus, tu vois, genre même aller la voir, aller faire 1h30 pour aller la voir et tout, j'étais crevé, tu vois, j'arrivais plus, c'était laborieux. Et au fil de l'année, en fait, on a fini par se quitter à cause de ça. Parce que, bah oui, je lui accordais plus assez d'attention. Et au niveau de mes amis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti qu'ils en avaient vraiment strictement rien à foutre de moi.
Genre, Super. non mais Ça fait c'est clair, plaisir. tu vois. En fait, on avait vu qu'on était une association, ça faisait 3 ans qu'on faisait des gros projets, genre des soirées, des conférences, le bal du droit, genre c'était un truc, tu vois, un bal qu'on faisait dans une fac qu'on organisait sur toute l'année et qu'on préparait, tu vois, de A à Z, on plaçait la moquette pendant des journées, on faisait des nuits blanches le jour du bal du droit, on devenait, je sais pas, on devenait barman, on faisait de la photo, on faisait les poubelles, la veille, on avait placé toutes les moquettes, on avait regardé, il y avait des types avant qui avaient fait la communication, qui avaient appelé les prestataires et tout, enfin, c'était un truc énorme, et le lendemain, il fallait tout enlever, donc, très fatigant, mais, tu vois, ça te lie. Intense, mais ouais. Voilà. Et j'en avais fait 2 déjà, donc, je me sentais intégré, tu vois. Et en fait, ces gens, donc il y a surtout une personne avec qui j'étais extrêmement proche, qui est passée présidente de l'association et qui me reprochait tout le temps, ouais mais tu viens jamais, mais tu viens plus, mais machin. Et moi j'expliquais, je suis à l'usine, c'est dur, je suis plus dans ça là, c'est compliqué, machin et tout. Et jusqu'au jour où en fait un événement, je suis venu les aider donc après l'usine, donc un week-end, je suis venu les aider pour aller, enfin tu sais il y avait une soirée pour faire barman quoi. Et j'ai oublié de ramener un costard. Donc, je suis venu en Ralph Lauren, voilà. Bon, c'était une soirée étudiante dans un endroit un peu joli, mais c'était pas non plus, tu vois. Puis les gens se murgent clairement la tête. Tu vois. Et du coup j'ai eu des reproches, genre une avalanche de reproches, tu vois. Et j'en ai eu marre. Et du coup j'ai quitté cette association. J'aurais dit c'est bon, j'en ai assez, je m'en vais. Et donc juste après silence radio. Et là je suis parti en Australie. Et en Australie je me suis rendu compte à quel point ils en avaient rien à foutre. Donc quand je suis rentré, j'aurais plus jamais donné l'heure, tu vois. À aucun. Et c'est une association d'une 40aine de personnes, tu vois. Okay. À aucun. J'ai totalement coupé les ponts. Et ce phénomène de façon de vague où je coupe totalement les ponts avec 80% de mes connaissances, ça s'est fait assez souvent, tu vois. Soit ça a été parce que j'ai changé d'école ou de travail, ou bien c'est parce que j'ai voyagé aussi. Après je sentais qu'il y avait un décalage. Je viens d'une campagne, je te dis, autour de Lyon, et les gens voyagent pas. J'ai toujours apparu comme un marginal, un mec un peu bizarre, tu vois, parce que j'aime des trucs différents. Pour te donner une idée, quand j'étais au collège et au lycée d'ailleurs, j'ai jamais dit que je faisais du théâtre ou de la photographie, parce que c'était la honte. Genre si j'avais dit ça, on se serait foutu de ma gueule, tu vois. Okay. Donc c'était un peu particulier. C'est vrai que quand le voyage est arrivé, le premier, ça a été une explosion dans ma tête, tu vois. Je me suis dit mais putain, mais waouh, c'est possible, tu vois. Il y a des mecs qui sont comme ça à l'autre bout du monde, il y a des gens, ils sont totalement différents, et les gens que je côtoie, ils ont pas la moindre idée. Et ça m'a fait péter un plomb. Je me suis dit, mais en fait, je suis entouré de gens qui sont pas du tout comme moi, tu vois. C'est trop bizarre. Les gens, leur référentiel, c'était les Marseillais. Tu vois, à la longueur de journée, on répétait les trucs qui étaient dans les Marseillais, ou des trucs qui parlaient de télé-réalité, des trucs comme ça, tu vois. Moi, j'étais... mais c'est pas possible. Et en Australie, ça a été un peu le même délire, du coup, parce que quand j'ai vu qu'ils en avaient rien à foutre, et puis que j'ai voyagé 3 mois en tout, tu vois. Je suis revenu, je me suis dit, mais j'ai rien à faire avec eux, tu vois, c'est fou. Et puis je me suis rendu compte aussi accessoirement que le droit, ça me plaisait plus. Donc j'ai fait une croix sur 4 ans de droit, et c'est là où je suis rentré, donc dans mon école de communication, où on est actuellement. Et je me suis dit, il me faut une carrière à l'international, c'est là où je suis heureux, c'est là où je m'épanouis, et puis c'est ce que j'aime, quoi. Je vois pas comment je pourrais faire autrement. Et donc voilà à peu près mon histoire en termes de relation. Voilà, j'ai parlé extrêmement longtemps, désolé. T'inquiète. Voilà, au moins vous savez à peu près où on en est. Est-ce que t'as eu des chocs culturels je veux dire, tu m'as dit que les paysages c'est ce qui t'avait le plus choqué, ouais. Mais au niveau de la mentalité, de la culture peut-être, en dehors de tes camarades, donc j'imagine que tu t'entendais bien, donc il y a pas eu de choc culturel plus que ça avec les personnes que tu côtoyais, mais peut-être avec des Australiens ou des personnes, des backpackers d'autres pays. Les Australiens, moi j'étais vraiment choquée en arrivant par leur gentillesse. Je suis arrivée en Australie à 2h du matin, je suis allée dormir dans mon auberge, ma carte est pas passée, j'avais un souci de carte bancaire. Mais normalement, enfin, je vous la fais courte, mais en gros mon voyage était déjà payé, donc j'ai pas compris pourquoi je devais repayer. Maintenant moi je cherche jamais la merde, donc tu me dis que je paye, tu vois, même si j'avais déjà payé avant, quoi. Et ça n'est pas passé.
Et le mec m'a dit, donc là tu vois dans ma tête j'étais en mode ok, première nuit en Australie, je vais dormir dehors avec ma valise et tout, ça va être compliqué. Le mec m'a dit écoute, va te coucher, on en parle demain matin, il n'y a pas de problème. Et là je me suis dit wow, incroyable, le mec est incroyable, il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je lui dis que je peux pas payer, il me dit va dormir, on règle ça demain. Déjà tu vois ça, j'étais en mode incroyable. Et le lendemain je me balade avec mon GPS dans la main en mode je ne sais absolument pas où je vais, et je cherchais la banque avec difficulté. Et il y a un mec qui m'arrête dans la rue et qui me dit « Tu veux aller où ?» Je lui dis « Bah à la banque. » Et il me dit « Mais je t'emmène à la banque. » Il a arrêté son chemin pour m'accompagner à la banque. Et il m'a conseillé sur telle banque. Et il m'a dit « Écoute, j'ai ma voiture, cet après-midi si tu veux je t'emmène à la plage. » On a échangé nos nums et tout, j'étais en mode incroyable. Bon, c'est là qu'on m'a dit de faire attention. Le mec avait 50 ans en mode « Mélo, ça va pas de dire oui à un inconnu comme ça, tu ne vas pas avec lui à la plage. » Donc je ne suis pas allée avec lui à la plage parce que les autres m'ont dit de faire attention. Mais en soi, tu vois, j'étais encore une fois très choquée par la gentillesse, quoi. Ouais. Et en Australie, c'est incroyable. Les gens te parlent comme ça. Tu vois, dans les transports, nous, on a tous nos écouteurs. Tu dis pas bonjour. Là, tu vois, dans les transports, il y en a plein qui me disent « Oh, mais j'adore ça » ou « J'adore ça ». Et hop, la conversation commence comme ça. Et ils voient que t'es pas français. Et contrairement à un français assez con qui va te dire je fais pas l'effort, tu sais, genre le mec me parle, c'est pas français, vas-y, chiant, j'ai pas envie de l'écouter, faire l'effort de parler français alors qu'il y arrive pas. Les Australiens, ils sont trop heureux et que tu viennes d'ailleurs, donc ils parlent grave avec toi, ils échangent grave. Et ils sont grave dans la patience, incroyable. Tu n'arrives pas à faire ta phrase, ils t'aident. Ils sont en mode pas de soucis, ils ont le temps et ils te font tout en mode vraiment t'as envie de parler avec eux, quoi. Ça donne vraiment envie et ça c'était incroyable. La banque m'a choquée aussi. On a eu un paquet de gâteaux à l'ouverture du compte en banque, quoi. Oh. Et le banquier était trop gentil. Enfin, je veux dire, incroyable, tu vois, peu importe les services où tu vas, t'es en mode, c'est incroyable. Pour travailler, tu leur dis, voilà, j'aimerais bien travailler. Très bien, je te prends à l'essai maintenant. Maintenant, là? Ouais, allez, vas-y, on est parti, quoi. Et t'es en mode, bah, génial. Il te laisse ta chance comme ça. Y a pas de jugement. Enfin, voilà. Moi, j'ai été choquée par la gentillesse et non par la méfiance ou des trucs, mais la gentillesse incroyable. Et après, en choc, ouais, non, vraiment, ouais, je t'ai dit déjà le choc au niveau des paysages, quoi. Mais ouais, non, sinon, j'ai pas eu de... Globalement, j'ai pas eu de mauvaise expérience, quoi. Ouais, c'est hyper cool, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai essayé de réfléchir à aussi des potentiels points négatifs, chocs, ouais. Mais non. Hein. Si, bah non, ce qui m'a choqué, mais c'est pas un choc, c'est juste j'ai admiré cet amour pour la nature que tout le monde a, tu vois. Il y a vraiment une cohésion entre les Australiens et la nature. Et puis même les grandes villes comme Sydney, si tu t'éloignes juste un tout petit peu, t'as direct accès à des plans, des spots de nature, t'es au bord de l'eau, je sais pas. Puis la propreté, putain. Ça m'a choqué. Pas la propreté, le côté nature. C'est parce que, bah moi je viens aussi d'une petite campagne ou quoi, tu vois, donc la nature je connais quand même bien. Et en Australie par contre, moi, je m'attendais vraiment à la côte sauvage, tu vois, en mode, tu découvres tout, y a rien et tout. Et donc ça, on m'a dit que c'était beaucoup l'ouest de l'Australie. Mais sur la côte est, qui est très touristique, en fait, tous les spots sauvages qui avaient à faire les randos, des trucs comme ça, c'était hyper bien balisé, c'était sans aucun danger. Et j'ai pas retrouvé cette nature à fond. Je veux dire, j'avais pas l'impression d'être dénaturée en mode au milieu de nulle part, parce que t'as un chemin qui est fait, t'as des balises, t'as tout qui est organisé pour le touriste, quoi. Et ça, c'est le petit truc, tu vois, où je me suis dit, j'aurais bien aimé, tu vois, te retrouver un peu paumé au milieu de nulle part, quoi. T'es allé à Noosa ou pas? Ouais, Noosa, j'adore. Ah, Noosa, incroyable. J'ai vu des dauphins pour la première fois à Noosa, ouais. Moi aussi, je les ai vus là-bas. Ouais. Et j'étais dans un, tu sais, tu vois, t'as Noosa, puis sur la droite, t'as une grande forêt qui t'emmène vers une plage un peu plus sauvage. Je crois que j'ai fait cette rando. Et bah j'ai vu un petit... c'était un wapiti? Peut-être, j'étais pas là. Ouais, bon, après, je me suis retrouvé nez à nez avec une sorte de kangourouoïde d'1m20, tu vois. Un walibi, je pense. Un walibi en face de moi. Et ça a été, ce moment, il a été incroyable, genre. Le premier que tu vois, t'es en mode... c'est ça, je me suis dit, putain, mais c'est ouf, quoi. Puis lui, il est sauvage, quoi. Je le vois. Mais adorable, j'ai trop aimé. Après, j'ai vu aussi des bébés kangourous plus tard, enfin, ça te fait trop mignon. T'as vu quoi en animaux sauvages? Bon, j'ai vu des koalas, j'ai vu beaucoup de kangourous, j'ai vu des bébés kangourous, j'ai vu des crocodiles, alligators, je sais pas trop ce que c'est. Ça dépend, c'est des petits ou des grands? C'est des mastodontes. Genre dans la mer? Non, vers une forêt tropicale.
Ok, parce qu'en gros, t'as les salty crocodile. J'ai vraiment pas l'accent. Hein. C'est pas parce que je suis partie que j'ai l'accent. Donc ça, c'est les crocodiles, tu vois, de mer. Et après, sinon, t'as les freshwater. Crocodile freshwater. C'est ceux qui sont plus en eau douce ou quoi. Et ceux-là, ils sont maximum 2 mètres de long. Ouais. Alors que les crocodiles de mer, ils peuvent faire jusqu'à 8 mètres. Ah oui, ok. Donc je suis assez passionnée par les crocodiles, du coup je vais t'expliquer en détail. Donc moi c'était des petits, alors de 2 mètres seulement. Ok. Mais par contre, j'ai fait du surf dans une zone où il nous a dit que les principaux risques, c'était les crocodiles et les requins. Super. Ah, et les méduses, ah oui. Ah oui, les méduses partout. Ouais. J'ai trouvé que dans le sud, c'était plus requin et que dans le nord, plus crocodile. Genre j'ai fait beaucoup de plages avec le panneau « Attention crocodile ». Ah moi aussi, mais putain. Plein. Mais c'est badant ça. Et je me suis baignée dans des plages où j'ai dit, mais vous êtes sûr ça va les crocos? Ils m'ont dit, tranquille, vas-y, mais fais attention quand même. Quoi? Tu vas te baigner, mais garde un œil. Comment ça, garde un œil? Il y a un crocodile, je suis mort, quoi. C'est ça, garde un œil sur quoi? J'ai pas le temps de sortir de l'eau. Garde un œil. Merci du conseil. C'est ça, mais quand je surfais, je regardais quand même, tu sais. Ah ouais, moi je me baignais au-dessus la taille, tu vois, pour être sûr de courir au bord. Et avec une pression incroyable. Et eux, ils sont sereins, quoi. Tu vas te baigner tranquille. Moi, je garde un œil, quoi, vraiment, en mode... à chaque fois que j'y allais, pas fière. Ce qui m'expliquait, c'est que... Bah, après, moi, c'était un peu particulier, parce que il y avait la mer, enfin, l'océan, et il y avait une sorte de mangrove juste à côté. Mais encore plus dangereux. Bah ouais, du coup, il y avait les deux, tu vois, c'est là où il y avait le combo gagnant. Mais il expliquait que, du coup, les crocodiles préféraient aller manger les crabes et les différents crustacés qu'il y a dans la mangrove, que nos jambes. Okay. Et pour les requins, il n'avait pas d'explication. Mais du coup, ça s'est bien passé. Puis j'ai pris ça comme... Mais je vois ça, t'es toujours là. Ok, c'est rassurant. Ouais, c'est ça. Je suis toujours là entier. Et ouais, ça m'aurait fait chier de me faire bouffer quand même. Ouais. Mais a priori, je me dis que si les gens vont se baigner, c'est vrai qu'il y a peu d'attaques peut-être. Je pense... Enfin, moi, ils m'ont expliqué un peu que ça dépendait des périodes de l'année, des saisons, tu vois. Parce que les crocodiles, une certaine saison, ils s'en vont vers les îles, justement, pour tout ce qui est période de reproduction, tout ça. Donc ça dépend vraiment des périodes, mais oui, j'avoue que le côté rassurant de il y a des gens dans l'eau, bon je peux me baigner, genre toute seule j'irai pas, tu vois. Mais là il y a des gens, je me dis que potentiellement ils se font bouffer avant moi, allez j'y vais. c'est ça, c'est rassurant, c'est la fausse rationalité, genre c'est de te rassurer comme tu veux. Oh, il y a du monde, parfait. C'est bon. Ouais, non. Et t'as vu que Fraser, tu t'es pas baigné à Fraser aussi? Non. Parce que c'était une des plages les plus dangereuses du monde. Je suis passée à côté, mais sur le road trip qu'on a fait, on n'a pas eu le temps de s'arrêter sur Fraser. Mais oui, elle est réputée pour être la plage la plus dangereuse au monde. Et c'est incroyable. Je me suis pas baignée. Hein. Ah, moi, je l'aurais peut-être tenté. Je sais pas. Si, il y a du monde dans l'eau, tu vois, toujours. Mais franchement, il y avait personne. C'était compliqué. C'était c'était des grandes plages désertes. Tu traversais en 4x4. Il y avait des pêcheurs, des fois, des mecs. Je pense que c'était des pêcheurs de requins. Hein. Et c'est tout, en fait. Tu pouvais croiser des dingos aussi. Ouais, j'ai croisé un dingo. Ah ouais. J'en ai croisé un au milieu de nulle part, à côté du lac Argile, pour ceux qui connaissent. C'est entre Darwin et Broome. Donc on est sur un road trip dans les terres, en partant du nord et en allant vers l'ouest. D'accord. Et incroyable parce que vraiment genre j'étais en randonnée et genre il a traversé, tu vois, bon il était quoi à 20 mètres de moi, mais genre j'étais en mode wow incroyable, genre en vrai c'est hyper dangereux non, tu sais j'étais en mode entre hyper contente et hyper est-ce que ça craint. J'ai eu de la chance de croiser quand même pas mal d'animaux sauvages. J'ai fait des zoos ou des réserves, tu vois, pour toucher les kangourous, trucs comme ça, mais en pleine captivité j'ai croisé je crois 3-4 crocodiles. Oui, non, oui, voilà, l'inverse. Pleine liberté. En pleine liberté, j'ai 3-4 crocodiles, donc des freshwater, tu vois, pas trop gros. Ouais. J'ai croisé un cassoir, ça c'est l'oiseau le plus dangereux au monde. Ouais. Et il était à 10 mètres de nous, genre on est rentré dans une forêt tropicale. Et au bout de, je sais pas, 10 minutes de route, il y a plein de gens qui étaient arrêtés sur le bord de la route. Donc nous, pigeons comme on est, on y va aussi. Et en fait, il y avait un cassoir qui était au bord de la route. On a pu faire des photos de lui hyper près ou quoi. Énorme. Et on m'a dit, ça, t'as une chance incroyable. Genre, tu n'en recroiseras pas. Enfin, c'est énorme. Trop bien. Donc ouais, ça, j'ai eu ça, trop cool. J'ai pas vu de grosses araignées. C'était un petit peu mon hantise d'ailleurs. Et après, j'ai marché sur un petit serpent pas bien dangereux, tu vois. Ça m'a un peu dégoûté, ouais. Tu l'as écrasé? J'ai pas écrasé, mais on s'est touché, quoi. Genre, je sortais des toilettes, et là, j'ai senti un truc un peu mou sous mon pied. J'ai fait, ça me dégoûte. Donc voilà.
Et puis après, des kangourous, des wallabies, tu vois, plein de trucs comme ça j'en ai vu plein. Et pas mal de vaches sauvages, un peu genre préhistoriques, tu vois, sur les bords des routes, sur mon road trip Darwin-Broome. Ouais. Là, vraiment, en termes de côte sauvage, tu es vraiment, quoi. Genre, c'est des routes vides, avec de la terre rouge à perte de vue, et là, c'était stylé, quand même. Ouais. Mais, ouais, non, j'ai vu les animaux, je suis assez contente. Dauphins, baleines, raies, j'ai pas vu de T'as vu des requins-baleines? Non, j'ai pas vu de requin-baleine. On m'a dit que pour aller nager avec les requins-baleines, c'était plus sur la côte ouest. C'est Ngaloo. C'est J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de faire toute l'Australie. Ouais, bah normal. Je regrette, mais ouais, non, celui-là, j'ai pas eu le temps. Et puis, ok. Pour en revenir à ta question, j'ai vu aussi un requin à Pointe-Noire. Parce que, tu sais, j'ai fait de la plongée, donc... ah oui, expérience la plus une des autres expériences les plus incroyables de ma vie. Bah, les baleines à fond, parce que du coup, tu vas plonger, qui dit plonger dit tu pars en bateau pendant des heures pour aller au spot. Mais faire de la plongée avec le chant des baleines. Incroyable. Ah, mais je crois que d'émotion, j'ai jamais eu un truc aussi fort. Tu nages comme ça, et t'entends, mais vraiment, un chant. Puis c'est incroyable sous l'eau. Puis tu vois, quand je te dis les sons, les ressentis et tout. Ça, du coup, et bah là, t'es sous l'eau, t'es genre à 20 mètres de profondeur, tu vois. T'es dans ton... En fait, quand tu plonges, t'as l'impression vraiment que tu regardes la télé comme ça. Sauf que tu dois bouger, tu t'avances comme ça. Ouais, c'est trop bien. J'ai le mal de mer de fou quand je fais ça. Mais dans le bateau, c'est pas pareil. Une fois que t'es dans l'eau, ça soulage. Non, mais la plongée, je suis pas bien non plus. Ouais, je suis pas du tout assurée. Tu sais que tu peux vomir dans le déflateur. Enfin bref, dans la machine, tu peux vomir. Il y a un système qui est conçu pour évacuer le vomi. Incroyable. Ça peut te rassurer. Ouais. Mais bon. Moi, tu vois, les baleines, ils en ont tous vu quand j'étais allongée au fond du bateau en train de... Merde. À 2 doigts de vomir, quoi, vraiment. Pas de chance. Ouais, le mal de mer a été fatal, quoi. Prochaine. Mais je l'ai vu en avion. Juste avant de vomir, Ah. j'ai vu les 2 baleines, genre, il y a des baleines, bien. Donne-moi la poche, hop, c'est bon. Trop bien. Ouais, non, ça c'est incroyable. Voilà. Ça, franchement, c'est l'expérience, je pense, où il y a eu une des expériences où, franchement, niveau émotion, j'étais waouh. Alors, moi, j'ai donné à manger à un dauphin, et ça, c'était la meilleure expérience aussi. Ouais, je kiffe les animaux. Alors, j'aime bien les animaux, mais en liberté. Ils étaient en liberté, c'est ça qui est ouf. Ah, c'est que, ouais, justement, au niveau de la protection, de l'environnement, tout ça. Il y a une plage, donc pas loin de Brisbane, une petite île. Ça s'appelle, je vais pas te dire de bêtises, je vais te dire de la merde. Tangaluma, un truc comme ça. C'est la plage avec les koalas. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-ci. Ça, c'est Magnetic Island. Ah oui. Bon, ça commence par un T, ça termine par Uma ou Wumba. et en gros, eux, ils sont vachement dans le respect et tout, donc tu n'as pas le droit de toucher les dauphins. Juste, en gros, c'est des dauphins qui sont en liberté, mais chaque soir, au coucher du soleil, on va au bord de l'eau et on donne des poissons. Donc, dauphin vient ou pas, tu vois. Mais je pense qu'ils se sont passés le mot entre dauphins du style. Ouais, à 18h, il y a festin sur cette plage, on y va les gars. Par la bouffe. Et du coup, personne ne les touche, mais juste tu donnes ton poisson. Et les dauphins ne sont absolument pas en cage, quoi. Vraiment, ils sont totalement libres. Mais ils savent qu'il y a le petit goûter à 18h. Et du coup, j'ai eu cette chance incroyable d'avoir un dauphin à moins d'1 mètre de moi, quoi. Et ça, c'était mon rêve, parce que mes animaux préférés, c'est les dauphins, quoi, depuis toute petite. Du coup, j'ai réalisé un de mes rêves, quoi, vraiment, genre, en plus, c'était incroyable. Et du coup, toujours dans le respect, voilà, de l'environnement et des animaux. Ouais. Puis ça fait écho à ce que je voulais te dire. C'est pareil, hein, je suis contre les zoos, voilà, et de plus en plus, je suis pointilleux sur les réserves, comment elles sont faites, pourquoi elles sont faites, comment est fait le tourisme et tout. Ouais. Je suis assez pointilleux là-dessus. Et il y a un truc qui m'a surpris, donc moi je suis allé aussi voir les kangourous et les koalas dans une sorte de réserve, ouais, voilà, où ils étaient censés les... je sais pas si t'as fait la même. Je sais pas trop exactement. C'était vers Brisbane. Ouais, au-dessus, au nord de Brisbane. Ouais, je crois que c'est la même du coup. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu dégoûté, c'est que j'ai l'impression que les kangourous, ils étaient totalement inertes. Tu vois, ils étaient dans un coin comme ça, ils attendaient, ils bougeaient pas. Les gens venaient très, très tranquilles. Ouais, voilà. Mais moi, ce qui m'a encore plus dégoûté, c'est les koalas. Ouais, sur le coup, les koalas, c'était... Ils les mettent dans des petits box et ils les donnent aux gens à la chaîne. C'est ça. Les koalas, vraiment, ils faisaient de la peine. Exactement. Et là, donc, ma perception, c'est là où, en fait, moi, pour moi, zoo, c'était mort. Tu vois, je trouvais que c'était pas fait pour ça. Si tu veux bien t'occuper d'animaux, tu t'en occupes. Mais du coup, un truc qui fait partie de leur bien-être, c'est de ne pas avoir de touristes qui prennent des photos et qui vont les voir et qui les nourrissent. S'ils veulent de l'argent, moi, je serais prêt à en donner à quelqu'un, à un organisme qui ne les exploite pas comme ça, tu vois. Mais ce qui voilà, c'est là où ça m'a éveillé aussi sur le côté sauvetage.
que là, clairement, c'était l'entreprise, c'était bondé de gens, l'école a été dans des petits box, les autres animaux, on n'en parlons pas, et puis le côté kangourou, ils étaient contre des grilles, ils étaient totalement choqués, et voilà. Et franchement, j'étais le premier à participer à cette usine, on va dire, parce que j'ai pris ma photo avec le kangourou et j'étais refait quand je l'ai pris. Mais tu sais, c'est des cheminements, après tu réfléchis, tu te dis putain, ça c'était un peu, c'est abusé, tu vois. C'est comme au Vietnam, tu mets 20 €, tu peux tirer au lance-roquette sur une vache. Ah ouais? Ouais. Oh là là. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir le reportage là-dessus, il me semble que c'est sur Netflix, c'est une émission qui s'appelle Dark Tourisme. Donc c'est un gars qui fait du dark tourisme, et donc quand il va au Vietnam, il peut tirer à l'arme à feu pour une vingtaine d'euros, et je crois, non, peut-être une centaine d'euros, il peut tirer sur la vache, genre, en vie. La vache. Oh là là. Ouais. Donc voilà, donc c'est des trucs, au niveau des évolutions, c'est vrai que ça m'a pas mal perturbé. Beaucoup de choses qui bougent quand même pour les animaux, je trouve. Ouais, mais ouais. Pas vite, c'est ça. Mais c'est ça, pas très vite. avance petit à petit. Ouais, c'est clair. Ça avance doucement, et puis nous aussi, notre cheminement, il avance, on passe d'idées un peu utopiques à nos idées, nos désirs d'enfant, vers quelque chose d'un peu plus réfléchi et conscient. Ouais. Je pense qu'on a fait un bon tour. Grave. C'était un plaisir que tu m'interviewes. Ouais, c'était grave cool, et comme je l'ai dit, tu vois, le fait de raconter tout ça, genre, tu sais, limite, j'ai l'impression d'en avoir gros sur la patate, et là, genre, tu libères tout, quoi. Genre, c'est trop cool d'échanger sur un sujet que quelqu'un partage, en fait. Bon, donc, merci beaucoup. Bah, écoute, ça fait très plaisir. C'est un crash test aussi pour moi. Vraiment, c'est la première. On verra si ça marche. Ouais, voilà, j'ai adoré. Donc, à vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Je vais faire en sorte d'uploader ces épisodes sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Donc, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube. N'hésitez pas à me follow sur Instagram. Mon Instagram, c'est nail_bkld. C'est NAHIL_ donc tiré du 8 BKLD. Voilà. Est-ce que tu veux donner tes réseaux ou... Eh ben moi, sur mon Instagram, j'ai pas mal de photos d'Australie. Non, mais du coup, moi, mon Insta, c'est Mélodie avec un Y, tiré du 8 FRT. Voilà. Voilà, merci à tous.